Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui traite aujourd'hui de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme ici au Cameroun, d'où nous émettons en direct pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Ils doivent savoir que nous sommes en pleine campagne électorale ici au Cameroun. Parce que le dimanche prochain, le dimanche 4 octobre prochain, le dimanche 7 octobre prochain, on doit élire le nouveau président du Cameroun. On a eu deux invités en début d'émission pour la première partie. Nous avons été rejoints par deux autres invités. Le plateau est complètement complet. Donc je refais les présentations. Le professeur Joseph Vincent Touda Eboudé était déjà avec nous à la première partie. Il représente le candidat Paul Biya. Merci d'être toujours en notre compagnie. Monsieur Sam Sévérin Ango nous a rejoint. Il représente le candidat Franklin Ndifo Afanwi. Merci. Tout à fait. Merci, bonsoir. Également avec nous, René Bonono Bakota, qui représente le candidat Serge Espoir Matomba. Merci de nous avoir rejoint. Merci. Et toujours avec nous, M. Adamou Yumo Koupit, qui représente le candidat Adamou Ndam Njoya. Merci d'être toujours en notre compagnie en première partie. On a planté le décor, on a fait l'état des lieux. État des lieux que je vais rapidement demander à M. Bakota. Selon vous, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette crise sécuritaire que connaît votre pays? Ben écoutez, avec beaucoup de peine, je crois que quand on parle des crises sécuritaires, il faut serrer, parce que nous avons des crises au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et nous avons des crises sécuritaires au niveau de la partie septentrionale du Cameroun, dont l'extrême nord, l'est Cameroun et puis la Damawa. Ces deux crises ne sont pas perçues de la même façon pour une raison tout à fait simple, parce que les acteurs en présence, si vous voulez, les belligérants ne sont pas les mêmes. Alors, je voudrais dire que pour ce qui est de la crise, notamment de l'extrême nord, je voudrais saluer ici les forces de sécurité qui, si vous voulez, ont adressé la question avec beaucoup de professionnalisme et qui ont permis de reculer, si vous voulez, cette menace terroriste. Mais il faut également, si vous voulez, féliciter les comités de défense et de sécurité qui ont joué un rôle extrêmement important, que ce soit du point de vue du renseignement ou alors de la contribution à l'accompagnement des efforts des forces de défense et de sécurité. Je n'aurais pas le même sentiment pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont nous estimons à un moment donné qu'il s'agit, si vous voulez, d'une situation inutile et pour rien qui aurait dû trouver des solutions. Globalement, la sécurité camerounaise est suffisamment problématique pour une raison tout à fait simple. Le citoyen lambda au Cameroun ne se conçoit pas tel que nous le percevons au sein du PUS comme étant un policier de la République du Cameroun. Parce que, in fine, à notre sens, une sécurité doit pouvoir conduire au fait que chaque Camerounais, où qu'il se trouve et à quel niveau qu'il soit, qu'il ait, si vous voulez, en lui cette capacité, cette volonté et ce devoir de défendre la République, de défendre la patrie. Et au quotidien aujourd'hui, ce n'est pas un sentiment que l'ensemble des Camerounais peuvent partager. Merci, M. Bakota. M. Ango, en nous posant la question dans la première partie de cette émission sur comment on en est arrivé là, il ressort qu'on a parlé quand même des mesures préventives qu'on aurait pu prendre en amont et également on a parlé de la réaction spontanée qu'on a eue lorsque le problème est intervenu. Est-ce que selon vous, il y avait des mesures préventives qu'on aurait pu prendre pour ne pas subir ce qu'on a subi? Disons que en matière d'insécurité, il est difficile de dire qu'on pouvait éviter la survenue des troubles. Mais pour le cas du Cameroun, précisément, la crise qui sévit dans les régions dites anglophones, puisque déjà hier on en parlait, je pense qu'on aurait pu véritablement nous épargner de cela si on avait prêté une oreille attentive à un ensemble de préconisations formulées lorsque la situation était déjà à un stade de raidissement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de propositions émanant des membres de la société civile, émanant des ecclésiastiques et même de quelques autres leaders d'opinion de la place et hommes politiques qui ont demandé à ce qu'on tienne compte véritablement, au-delà de toute forme de condescendance et de mépris vis-à-vis de tous ceux qui ont formulé un ensemble de revendications. Mais puisqu'on n'en est pas là, jusqu'à ce jour, on a vu qu'on a enregistré, au-delà des déplacés nombreux, beaucoup de pertes en vies humaines aujourd'hui, surtout dans les rangs
des forces de sécurité même, hein, parce qu'il faut le reconnaître, même si du côté de ceux qui peuvent être présentés comme aujourd'hui les sécessionnistes, terroristes même, à la limite, il y en a eu également en termes de pertes. Mais nous disons que l'État qui a la force publique, qui a l'autorité, qui est le Léviathan, c'est-à-dire un monstre froid, ne devrait pas se retrouver dos au mur. Il faut une république forte qui préserve donc la légalité de l'armée camerounaise, je veux dire sa toute puissance. Mais avant, on peut éviter d'en arriver là parce que nous sommes aujourd'hui à une phase très délicate. La veille d'une élection au contour incertain, dans le lendemain, ça fait l'objet d'ailleurs de toute une communication gouvernementale aujourd'hui. Tout le monde est conscient des risques d'une déflagration que nous courons parce que la situation de ce côté n'est pas maîtrisée, mais il n'y a pas que ces régions qui sont concernées. Donc, à ce niveau-là, il faut davantage privilégier vraiment la table de discussion. Même si le moment venu, on saura toujours dire à notre niveau que les forces de sécurité doivent toujours prévaloir. Parce que si nous-mêmes on aspire à hériter de la gestion de ces affaires publiques-là, nous aurons toujours recours à ces mêmes forces de maintien de l'ordre, mais elles ne seront pas utilisées de la même manière qu'elles le sont dans le régime du renouveau. Monsieur Koupit, quand on analyse quand même les réactions qui ont été celles du pouvoir central dès que la crise a commencé, on a noté pas mal d'éléments, le couvre-feu, rupture du réseau Internet, fermeture de certains commerces et patrouille régulière des forces de l'ordre. Mais il y a un aspect quand même législatif. Le 23 décembre 2014, on en a parlé tout à l'heure, il y a une loi portant répression des actes terroristes qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là? Est-ce que vous pensez que c'est arrivé un peu trop tard, c'est inapproprié? Quelle est votre analyse? Bon, je dois dire, s'agissant de la loi, elle est non seulement arrivée trop tard, mais c'était inapproprié dans la manière de l'adopter. Je dois dire ici que, même de là, à partir de Paris, vous avez dû comprendre l'atmosphère qui a régné au Cameroun au moment de l'adoption de cette loi. Toute la classe politique de l'opposition. En dehors, même quand je parle de l'opposition, je veux également parler des partis politiques faisant partie de la majorité présidentielle. On trouvait raredi dans cette loi. On a tout fait pour demander une concertation et même des amendements. Rien n'a pu être accepté. Mais qu'est-ce qu'on reproche concrètement à la loi? On reproche à cette loi son caractère liberticide, commençant même par la définition même du terrorisme dans cette loi. Lorsque vous avez pour ambition de promouvoir un état de droit, un état de liberté, et que vous assimilez au terrorisme le fait que peut-être les gens, par mécontentement, manifestent au point d'empêcher le fonctionnement normal des services publics, et que cela est passible de la peine de mort parce que c'est assimilé aux actes de terrorisme, si ce n'est pas une loi liberticide, qu'est-ce que ça peut bien être? Parce que quand vous avez dans un pays où on fonctionne normalement, les syndicats ont le droit de grève. Les citoyens ont le droit de grève. Et quand vous grèvez, vous pouvez obstruer normalement, n'est-ce pas, une fonction publique pour montrer votre mécontentement. Et si on assimile l'obstruction du fonctionnement normal des services publics au terrorisme, nous pensons qu'on est allé véritablement vers une atteinte aux fondamentaux de la liberté, même scellée dans la loi du 19 décembre 1990. Lorsque vous partez au-delà de cette disposition, et je prends là, ce n'est qu'un exemple, hein, les gens pourront compléter, c'est un exemple qui est problématique. Pour nous, la définition du terrorisme dans cette loi n'est pas juste. Et il y a des dispositions de cette loi qui sont liberticides. Il y a ajouté à cela les attitudes des autorités administratives qui ont le pouvoir de réprimer systématiquement les manifestations de l'opposition, parce qu'au Cameroun, malheureusement, sous le renouveau, l'administration est hautement politisée. Oui, et c'est l'un des défis que le candidat Ndamjoya entend relever, parce qu'il veut asseoir une fonction publique dépourvue de toute politisation. Oui, Monsieur Koupit, vous avez parlé de la loi. Est-ce que vous avez pensé à l'aspect quand même dissuasif de la loi? Oui, parce qu'il y a la dissuasion, il y a la répression après. Oui, mais vous savez... Parce qu'on est dans une situation d'urgence quand même. Hein? Le titre de la loi, c'est quoi? La loi antiterrorisme. C'est la loi de répression du terrorisme. C'est comme ça que c'est libellé. Nous, on aurait dû prévoir une loi de prévention et de lutte contre le terrorisme. Et la dissuasion ne doit pas aller jusqu'à prendre des dispositions pénales et pénalisantes
avec la peine capitale, des actions qui sont rangées dans le cadre de manifestation d'un mécontentement normal des citoyens. Parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes terroriste, si vous grevez et empêchez, par exemple, un ministère de fonctionner, par exemple, une sous-préfecture d'ouvrir, ou un poste de direction d'entreprise de fonctionner, que vous êtes terroriste, je crois qu'ici, là, si vous mettez ces dispositions, les dispositions des états de loi, en lecture comparative à la loi du 19 décembre 1990 portant liberté d'association et de manifestation publique au Cameroun, vous verrez là qu'il y a conflit. Et quand il y a conflit, on va l'interpréter en faveur du tribunal militaire parce que tout ce qui relève de cette loi antiterroriste relève de la compétence du tribunal militaire. Merci, M. Koupit. M. Toudri et Bodé, je comprends que vous étiez dans une urgence et qu'il fallait rapidement trouver des voies et moyens, mais apparemment, en voulant apaiser l'enfant, vous l'avez réveillé plus tôt, non? Ce n'est pas mon point de vue. Je voudrais d'abord dire que la posture qu'il a, on ne s'attend pas à ce qu'il dise autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en responsabilité. Une fois en responsabilité... Mais ce qu'il dit est quand même très concret. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas concret. Je ne dis pas que ce n'est pas concret. Parce que même les partis qui Il me souvient qu'un jour, on avait demandé à l'ex-président français Mitterrand, sur la Constitution de 1958, que lorsqu'il était à l'opposition à l'époque, il était contre. Maintenant qu'il est arrivé, il n'a changé pas. Et il a répondu, que vouliez-vous donc que je fasse puisque j'étais dans l'opposition? C'est le rapport que je fais ici. Donc quand je voudrais dire, dans l'opposition, oui, c'est-à-dire que ça n'engage pas. C'est-à-dire que le fait même de parler te fait te différencier de celui qui est aux affaires. Donc de fois, la disproportion dans l'appréciation des actes est due à ces faits-là. Oui, maintenant, je reviens à votre question. Vous êtes systématiquement dans la répression. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens donc à votre question. Oui. On ferait preuve de très mauvaise foi que de dire que dans les crises actuelles, il n'y a eu aucun acte de dialogue du gouvernement. Avant qu'on arrive à la répression, il y a eu des débats et des débats ici. Il y a eu des gens qui sont allés négocier. Il y a même eu le Premier ministre qui est allé chez lui au début et qui a été violenté dans un hôtel. Donc, je voudrais dire que l'État doit rester l'État, quelles que soient les divergences. Mais au cours du vote de cette loi, justement, au cours du vote de la loi, est-ce que vous avez compris comment ces voix se sont élevées? Laissez-moi terminer. Oui. On ne s'attend pas à ce que pour voter une loi, tout le monde soit d'accord dans un pays. Ça, c'est sûr. On s'attend que la loi puisse passer par la majorité. Celui qui n'est pas d'accord avec cette loi-là, il y a élection présidentielle. S'il est élu, il dissout l'Assemblée, par exemple, il refait la loi. C'est ce qui est prévu dans le jeu des équilibres. Parce que la majorité est portée par une Assemblée aussi majoritaire. La manière dont la question est posée et comprise par cette majorité, à un moment donné, n'est pas nécessairement la même manière. En tout cas, c'est depuis 2014 que la loi a été votée. Vous avez eu le temps de faire le bilan. Est-ce que ça a porté ses fruits? Je vous ai dit que la gestion du terrorisme, si on a pu jusqu'à présent contenir, c'est parce qu'il y a cette loi-là. Et je vous ai dit que la loi qui est votée en 2014 n'a pas commencé à être préparée en 2014. Parce que dans le système politique, il y a l'input, le moment où la demande atteint le système politique. C'est en ces temps-là que l'administration commence à préparer. Parce que vous voyez l'adoption entre la préparation, le premier texte, vous voulez dire que vous avez anticipé, c'est cela? Oui, c'est ça que je apparemment, M. Bakota ne partage pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Je ne m'attends pas à ce qu'il partage. Oui, mais il a des arguments contraires, sans doute. Je crois qu'il y a des questions de fond sur la façon dont cette loi a été adoptée. Je pense quand on est dans une démocratie, cela ne signifie pas que la majorité ne doit pas écouter les cris de la minorité. Et deuxièmement, vous savez bien, professeur, que un de
des exégètes de la science, comme Émile Durkheim, disait justement que lorsqu'une loi n'est pas puisée au tréfonds de la société, elle pose un problème dans son application. Le problème des lois au Cameroun, c'est ça justement, c'est-à-dire que vous vous asseyez dans la démarche d'une majorité obèse à l'Assemblée nationale, vous prenez des lois qui finalement ne sont pas légitimes. Vous dites que c'est cette loi qui a permis jusqu'aujourd'hui de lutter contre le terrorisme. Je ne sais pas si vous êtes sincère avec vous-même. La guerre contre Boko Haram, c'est à partir de 2014. Vous pouvez me citer combien de personnes ont déjà été victimes de la loi contre le terrorisme. Et lorsque vous parlez justement de la crise anglophone, vous glissez facilement en associant ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'entends des gens parler de terroristes. C'est quand même suffisamment grave pour qualifier ses propres citoyens de terroristes. Il y a un problème, vous parlez de dialogue. Il n'y a jamais eu un dialogue sérieux dans ces dialogues. Vous le dites à partir peut-être de Yaoundé. Moi, j'ai été 4 fois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le dialogue qui s'est passé en tout premier lieu, il y a eu des échanges avec la coopération. Ils sont venus sur la table. Le lendemain, à partir de la nuit, on a commencé à les interpeller chez eux. Certains même, on les interpellait en tenue de chambre, de telle sorte qu'ils n'avaient même pas de carte d'identité sur eux. Ils sont aujourd'hui en prison. Ce sont ces questions-là, justement, qu'on a passé le temps à dire, oui, vous avez fait un dialogue, mais un mauvais dialogue. Ce n'était pas un dialogue qui portait à résoudre le problème. Nous sommes dans un contexte d'une question de pensée unique, au point où, lorsqu'on ne réfléchit pas comme vous, vous êtes porté justement à utiliser des lois comme celle-là qui vous servent pour pouvoir faire de la répression. L'un des gros problèmes au Cameroun, c'est qu'on mélange tout. Cette loi liberticide, donc M. Koupit Adamou parle justement, il y a eu des manifestations, même des gens sont montés au créneau pour contester justement cette loi parce que le glissement n'est pas très loin. Et c'est ce que nous observons, parce que vous voyez, des Camerounais qui manifestent, pour lequel nous ne partageons pas véritablement l'idée de sécession ou de la partition du Cameroun. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les traiter des bandits, des souris, des rats. On a entendu tous les mots possibles par rapport à cette situation qui, justement, n'a pas contribué à apporter des solutions concrètes. Et nous en sommes là où nous sommes là aujourd'hui. L'État reste l'État, mais l'État doit avoir un visage humain. Une réaction d'un téléspectateur, France-Yves depuis Yaoundé, il dit « En ce qui concerne le terrorisme au Cameroun, je tire un chapeau au gouvernement qui a géré d'une main de maître la lutte contre la secte Boko Haram, la lutte contre la secte islamique Boko Haram. » En tout cas, on va recueillir quand même les nouvelles de terrain, on va recueillir les avis de quelques Camerounais vers qui on a probé notre micro. Écoutons plutôt ce qu'ils ont dit. Le Cameroun aujourd'hui vit 2 guerres. Il y a une à l'extrême nord et l'autre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le gouvernement devait beaucoup plus renforcer les mesures sécuritaires terrestres comme aériennes. Nous avons vécu durant beaucoup d'années avec notre président, M. Paul Biya, et il n'y avait jamais eu de guerre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura une guerre au Cameroun. Moi, je ne suis pas très contente de ce qui se passe chez nous. J'ai les mamans qui sont mortes chez nous innocents, pour rien. Ils ne sont pour rien sous ça, ce problème. Mais ils sont morts. J'ai mes cousins qui sont morts, qui ne sont rien. Ils sont en route comme ça, on tire sur eux. Je dirais vraiment à la population du Nord-Ouest de se calmer. Ils auront ce qu'eux veulent. Bon, il y a des exactions qui sont commises par des militaires et autres. En ce qui concerne la sécurité, le gouvernement n'a encore rien fait. On peut dire que la situation dans l'extrême nord du Cameroun est stable. Nous revenons sur le plateau. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. Boko Haram a fait quand même plus de 2000 victimes déjà ici au Cameroun et environ 450 000 réfugiés et déplacés. Et pour les séparatistes, on note quand même plus d'une quarantaine d'attaques armées qui ont fait plus de 180 000 déplacés. Monsieur Ango, on a essayé quand même, tant que soit peu, de contrer les terroristes, parce que certains estiment que si on n'avait pas pris les bonnes mesures, je crois que les terroristes seraient déjà à la capitale. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez quand même cette dextérité et cette capacité des autorités camerounaises de pouvoir prendre les bonnes mesures rapidement pour contrer ces phénomènes qui auraient pu engloutir tout le Cameroun aujourd'hui?
Oui, je vais davantage féliciter l'armée camerounaise. Et quand je parle de l'armée ici, je m'attarderai essentiellement sur le cas des soldats, les hommes de troupes qui sont envoyés sur le théâtre des opérations. Parce que les hauts gradés de notre armée, eux, ils se complaisent dans un relatif confort. On ne les voit pas très souvent sur le terrain. Ça, c'est le problème qu'on a parce que les officiers supérieurs de l'armée camerounaise roulent carrosse. Ils sont également installés dans le même type de privilèges que les directeurs, ministres et assimilés. Et lorsque j'ai évoqué tout à l'heure la prégnance et la toute-puissance de l'État, comme l'a reconnu M. Ntouda Ebode, dont je m'attendais à ce qu'il puisse davantage parler comme l'intellectuel qu'il est, enfin, l'enseignant de sciences politiques, parce que comme il revêt les habits du parti au pouvoir, il perd complètement la raison à ce niveau-là. Il faut qu'il reconnaisse ici qu'en matière de gestion globale de l'État, il faut un visage humain, comme l'a reconnu M. Bakota, mais je vais revenir dans ce qu'on évoquait déjà, aux origines de cette crise, parce que nous, je représente personnellement ici sur ce plateau un candidat qui prône la paix essentiellement, parce que c'est un homme de Dieu, et quand vous regardez le bulletin vert qui sera choisi dimanche prochain, il y a l'image d'une colombe. Donc nous sommes vraiment épris de paix. Et en général, les Camerounais, comme l'a dit la téléspectatrice tout à l'heure, nous sommes un peuple pacifique. On ne veut pas d'effusion de sang, on ne veut pas de chaos, que ce soit maintenant ni après. Mais quand on a fini de dire ça, quand même, monsieur Babilas Bottom, j'imagine, vous êtes originaire de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, les mentalités sont toutes différentes parce que ici, chez nous, en Afrique centrale, on a affaire à des régimes qui sont articulés sur des modèles dynastiques. Vous pouvez le voir en RDC, vous pouvez le voir au Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun désormais. On ne peut pas demander à ce qu'il y ait la paix lorsque les gens ont faim, pendant qu'une petite poignée de personnes ont accès finalement aux richesses essentielles. Tout cela se tient. On ne peut pas nous demander de rester dans la paix pour permettre à ce que notre pays continue d'être dépaissé, parce que le problème à la base consiste à définir la gestion de nos richesses. Hier, je vous évoquais déjà le cas du domaine réservé qu'est le pétrole camerounais. On ne sait pas où va l'argent du pétrole. Ce sont des domaines réservés comme cela au niveau de la SNH, la CSPH, qui font que lorsque la majorité des populations se rend compte qu'elle n'a pas droit de citer, ils se sentant exclus par l'oligarchie qui est en place, on ne peut pas militer pour l'égalité des chances et la paix. Laissez-moi poursuivre parce que je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début. Donc pour finir en disant, ça tient également quand même d'un ensemble de choses relevant de l'accession aux responsabilités. Je vous prendrai un autre exemple, puisque nous sommes bel et bien au Cameroun. Comment vous pouvez comprendre? Vous savez, on a un président qui aime bien faire confiance à quelques-uns de ses neveux et autres qui gèrent la République. Vous avez été tour à tour ministre, directeur général à la CNPS, ministre de l'économie une première fois, ministre de l'économie une deuxième fois. Vous êtes aujourd'hui ministre des Finances, vous êtes passé par le premier ministère, vous avez été à la tête d'au moins 17 comités de pilotage de tous les grands projets d'un pays comme celui-ci. Ce n'est pas normal dans un État qu'une seule personne. Je ne veux pas citer les contemporains parce que vous êtes une chaîne respectable ici, mais M. Ebode sait de qui je parle. Parce que si vous voulez, l'actuel ministre des Finances... Quel est le lien avec le problème? Le lien, c'est que quand on est dans une nation où on confie l'essentiel de l'activité à des personnes qui sont identifiées et identifiables à des niveaux élevés, ça peut créer des frustrations dans le genre de révolte sociale. Et s'ils assurent correctement? Il ne s'agit pas d'assurer, vous ne pouvez pas... on parle du Cameroun, hein, nous sommes un pays, vous le reconnaissez, d'intelligence au Cameroun et à l'étranger. Des exemples comme ça sont légion ici chez nous. Vous ne pouvez pas accéder à une fonction étatique au Cameroun si vous n'appartenez pas à un réseau, si vous ne venez pas de quelque part. Le dernier gouvernement en place, il y a là un jeune dont on a commencé à se féliciter de son entrée au gouvernement. Il est à la tête du secrétariat d'État à la Défense. Mais quand on a fini de s'en réjouir, on apprend immédiatement après qu'il est le fils d'un ancien colonel de la place qui était commandant de la garde aérienne, pour dire que c'est les mêmes personnes qui accèdent au pouvoir. Ce sont des choses qui doivent cesser. Pour qu'on ait une véritable paix, il ne faudrait pas les inégalités dans une nation comme celle du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est une terre dont on a hérité de l'ensemble de nos pères fondateurs, et il ne faudrait pas qu'une petite poignée de personnes
continuent de dicter leurs lois. Merci, M. Ango. On va pousser sur ce débat et parler des conséquences quand même que cette crise-là sécuritaire a induit sur les populations, parce que dans certaines zones, on voit quand même que les activités économiques sont ralenties et que les bavures aussi policières se multiplient. Monsieur Koupit, est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver une solution sans assister à ces conséquences-là? Parce que d'une manière et d'une autre, dans une guerre asymétrique, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est terroriste et qui ne l'est pas. Ouais, effectivement, c'est pour cette raison que la meilleure solution, c'est la prévention par le dialogue. En mon sens, il n'y a pas de guerre dans le monde qui ne se termine autour d'une table. Et si la table du dialogue peut mettre fin à la guerre, elle peut être utilisée pour éviter la guerre. Il y a eu quelques amorces au Cameroun. Il y a eu quelques amorces. Non, n'en déplaise au professeur Ebodé. Oui. Je suis véritablement désolé parce que l'administration, le parti RDPC qu'il représente, a une administration qui est caractérisée par la ruse. Une administration par embuscade, par recherche de compromission. On ne veut jamais sincèrement s'attaquer au problème avec une volonté ferme politique de trouver des solutions. Et on donne l'impression qu'on veut faire quelque chose, alors qu'à l'intérieur, on ne veut pas réellement le faire. J'ai souvent envie de dire qu'on est ici en face de gens qui disent ce qu'ils ne font pas et font ce qu'ils ne disent pas. Ça, c'est une caractéristique fondamentale du pouvoir actuel au Cameroun. Donc, quand vous dites qu'il y a eu dialogue dans le cadre du problème du Nord-Ouest, le problème la date depuis longtemps. Ils sont allés jusqu'à saisir le Conseil de sécurité de l'Union africaine, je pense en 2003, et il y a eu un rapport de cette commission-là qui demandait au gouvernement qu'il faut ouvrir un dialogue direct avec ceux qui pensent que la marginalisation des Camerounais qui appartenaient à l'Est-Cameroun occidental devrait avoir pour solution le sécessionnisme. Mais le gouvernement n'a jamais ouvert le dialogue. Oui, et quand il y a eu expression de ce qu'on a appelé les problèmes corporatistes, notamment les enseignants et les avocats, nous tous, nous connaissons que ces avocats ont maintes fois voulu être reçus en audience par le ministre de la Justice, il les a repoussés. Et c'est ce refus de leur recevoir qui les a poussés maintenant à vouloir prendre à témoin l'opinion par une manifestation dans la rue. Cette manifestation a été reprimée de la manière la plus sauvage, où les avocats ont été bastonnés, leurs robes ont été enlevées et confisquées, les enseignants également. C'est après cela qu'on a envoyé quelques ministres, et je venais ici, en venant ici, on m'avait dit que c'est le ministre de l'administration territoriale qui devait représenter le RDPC. Je me réjouissais parce que c'est l'un des piliers des gens qui ont encensé cette crise-là. Donc, nous connaissons quelle était l'attitude plutôt orgueilleuse des officiels de l'État qu'on a envoyés sur le terrain, qui disaient qu'il n'y a aucun problème anglophone. On va donner la parole au professeur Ebodé de nous dire quand même les amorces quand même du dialogue qui ont été faites ici, et est-ce que ça a apporté des fruits? Parce que j'ai comme l'impression que autant que vous dites qu'il n'y a pas de dialogue, mais lui il dit qu'il y en a eu. Il va nous en donner quelques exemples tout à l'heure. L'enseignement supérieur a conduit pendant plus d'1 mois des négociations. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui négociaient pour la partie anglophone, disons, qui représentaient le groupe des avocats et des enseignants, recevaient leurs ordres de gens qui n'étaient pas dans la salle, et dans la plupart des cas, c'était de la diaspora. Et on sait comment ça s'est terminé. Monsieur Ebodé, je vais vous faire une proposition. Je sais que on vous attend beaucoup sur cette réponse-là. Et pour que vous ayez le temps de la présenter, cette réponse, on va marquer une pause. Comme ça, dès qu'on va revenir, vous allez répondre à cette question et on va amorcer sur les approches de solutions des uns et des autres pour sortir ce pays de cette crise. Chers téléspectateurs, on va marquer une pause, la toute dernière, bien entendu, et on vous retrouve dans quelques instants.